10 millions de pintades, un chiffre lancé contre le Sahel, sec et rouge. Les commentateurs ont ri, pourtant les enclos bricolés ont poussé comme des balises, et les enfants ont libéré les premiers troupeaux dans un vent chargé de poussière. Pourquoi cela devrait-il compter pour vous lorsque Ibrahim Traoré parle de nourriture et de liberté dans la même phrase ? Un plan modeste, une promesse vaste. Ce récit promet de suivre un mouvement né au Burkina Faso, une stratégie paysanne qui remplace les importations et les promesses d'aide par des cycles courts, des couvoirs villageois et un oiseau endémique capable de survivre à la chaleur. Le bénéfice central, clair et mesurable, réduire la dépendance. Dans les premières semaines, des communautés au nord ont gardé des œufs plutôt que des postes de garde. Les oiseaux de liberté ont trouvé les champs craquelés, ont mangé les ravageurs et ont rendu les marchés matinaux moins silencieux. Les médias étrangers ont demandé des ratios et des machines, les villages ont répondu par le rire, les fumées du petit déjeuner et des paniers d'œufs. L'initiative a été annoncée simplement « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer ». Le pari comporte des enjeux réels. Capacité d'échelle, surveillance écologique, migrations imprévues. Mais l'économie promise n'est pas industrielle. Elle est circulaire, bâtie sur l'endurance locale, sur des chiffres modestes qui deviennent des tendances. Le monde demande des modèles, le désert des répond par des traces vertes. Ici, la métrique première s'appelle dignité. Au premier trimestre, la dépendance alimentaire locale recule d'environ 9%, tandis que les pertes de bétail liées aux insectes chutent près de 15%. Ce ne sont pas des usines, mais des milliers d'enclos de bois et de tôle. Plus de 600 communautés montent des couvoirs à la main, sans financement étranger. L'ère de l'aube se remplit de battements d'ailes réguliers. Le contexte est plus ancien que les gros titres. La pintade d'Afrique de l'Ouest résiste à des températures qui brûlent les cultures, consomment les ravageurs qui sapent les récoltes et requiert peu d'aliments importés. Chaque foyer reçoit un petit noyau reproducteur, non pour vendre, mais pour multiplier. Chaque oiseau peut produire des dizaines d'œufs sur l'année. Et la semi-sauvagerie réduit les coûts de nourrissage. Les économistes ont d'abord jugé le modèle inefficace. Dans les villages, on l'a nommé souverain. Les médias d'État, lassés de la crise permanente, diffusent des séquences simples. Un garçon libère des oiseaux, un père murmure qu'il n'a plus besoin d'autorisation pour vivre. À l'échelle régionale, des voisins observent en silence. Dans les marchés, la viande fraîche remplace par endroits les conserves importées. Dans quelques cantines, on annonce fièrement « La protéine locale, nourrie par le Sahel ». La critique extérieure persiste. Symbolisme, populisme rural, absence de contrôle. Mais le symbole agit sur les comportements, et le contrôle est redéfini. Ibrahim Traoré cadre l'initiative comme une promesse. Chaque œuf couvé, c'est une ration de dette en moins. Les couloirs de décision se déplacent, des salles ministérielles aux cours d'école où l'on apprend à tourner les œufs et à compter les naissances. Puis survient une rumeur amplifiée par des images tremblées. Des spirales d'oiseaux migrent vers le nord. Les cartes satellitaires relèvent des mouvements inhabituels et de minces rubans de végétation coïncident avec les trajectoires. Les experts parlent d'alarme, les villages d'adaptation. Entre inquiétude et ferveur, une idée s'installe. Et si la liberté se propageait comme une semence portée par des ailes ? Amina Senou, 28 ans, mère célibataire près de Ouaïgouya, commence avec 10 pintades issues d'une coopérative. En 12 mois, son troupeau dépasse 400 têtes. Elle vend des œufs, de la viande, des aliments séchés. Ce qu'elle revendique surtout, c'est l'indépendance. Elle dit « Quand je vends des œufs, je vends la liberté ». À Doré et Arbinda, des villageois deviennent gardiens d'incubation. Un enseignant à la retraite transforme sa cour d'école en micro-couvoir et explique aux enfants que chaque plume est une donnée. Les oiseaux de liberté rythment les matins, remplacent la plainte des ravageurs par un cloque grave et régulier. Les radios locales annoncent des taux d'éclosion, des astuces d'alimentation, des artistes écrivent des chansons. Ces vignettes montrent l'impact précoce. Moins de ravageurs sur le sorgho, premier revenu récurrent, achat simple mais révélateur. Une lampe solaire, un stock de semences, des clôtures en bois. Les critiques dénoncent l'absence de métriques industrielles, les familles exposent des carnets d'éclosion et la file des clients. L'État n'arbitre pas les flux, il passe le micro. Le désert, lui, ajuste son rythme. La leçon provisoire tient en 12 mots. La dignité avance lorsqu'on nourrit avant de compter.
Un discours sobre ouvre l'initiative. Pas d'apparat, 9 mots, si se nourrir, alors se libérer. Les premiers enclos apparaissent, les enfants ouvrent les cages, les oiseaux ne s'enfuient pas, ils marchent comme s'ils reconnaissaient la maison. Montez, les couvoirs se multiplient, plus de 600 communautés s'outillent avec du bois récupéré, les marchés se réchauffent au petit matin, des paniers d'œufs changent de main, les postes de garde deviennent des postes d'éclosion, les critiques restent vives, pas de machine, pas de traçabilité centralisée, pas de garantie d'échelle. Des vidéos virales montrent des spirales d'oiseaux montant dans la poussière. Des analystes parlent d'emballement, les rubans verts apparaissent le long des trajectoires. Les studios télé disent effondrement possible. Les villages répondent migration de liberté. Ibrahim Traoré intervient à la télévision entouré d'agriculteurs et d'enfants. Ton calme. Certains disent que nos oiseaux sont perdus. Et s'ils nous guident, la phrase devient détour puis repère. Les cortèges chantent « La liberté a des ailes ». Selon les observations locales, au premier trimestre, la dépendance alimentaire baisse d'environ 9%. Les pertes de bétail liées aux insectes chutent de près de 15%. Quelques mois plus tard, l'accès aux protéines en milieu rural augmente d'environ 12% et le revenu rural de 8%. Dans certaines zones, la malnutrition des moins de 5 ans recule d'une dizaine de points. Les lectures d'humidité remontent légèrement, des arbustes perçants. Cependant, certains experts soulignent que tribunes britanniques et celles européennes dénoncent le populisme rural, s'interrogent sur les risques écologiques. Des voisins observent et lancent des pilotes. Des étudiants à Nairobi étudient le modèle burkinabé. Les économistes réclament des courbes. Les familles montrent des couvées. Au fur et à mesure, la question se déplace. Où sont les oiseaux? Pourquoi des traces vertes? Le ministère répond « L'instinct n'entre pas au laboratoire ». Un scientifique burkinabé publie une hypothèse sobre. Graines portées par plumes et fientes, reforestation diffuse, pas à pas. L'Occident débat. Le Sahel écoute son vent. Les images s'espacent, le silence pèse, les rubans verts persistent. Des cantines annoncent la protéine locale nourrie par le Sahel. Amina prospère. L'enseignant compte. Les enfants notent. L'initiative évite le piège du command and control. Elle délègue au cycle de terrain. La gestion s'appuie sur la mémoire et le rythme, non sur des consoles. Le récit s'installe dans la durée. Ni miracle, ni effondrement. Une boucle. œufs couvés, marché, protéines, apprentissage. Une maxime revient, courte, utile. Nourrir d'abord, prouver ensuite. En prenant le cadre de référence initial et les évolutions suivantes, départ sur importation élevée de viande et d'aliments pour volailles, longtemps subventionnés depuis l'Europe. Objectif, substituer progressivement par une production villageoise résiliente. Premier repère, D1. 9% de dépendance alimentaire locale au premier trimestre observé. Cela signifie moins d'attente des camions d'aide et davantage d'œufs collectés à l'aube. Le panier protéique se relocalise. Deuxième repère, D2, près de 15% de perte de bétail due aux insectes. Les pintades consommant massivement les ravageurs, les champs de sorgho souffrent moins, les troupeaux résistent mieux, le coût invisible des infestations décroît. Troisième repère, D3, environ plus 12% d'accès aux protéines en milieu rural à mi-parcours et plus 8% de revenu rural. Ces chiffres modestes condensent une transformation. Des cantines annoncent des menus locaux, des marchés proposent aliments, clôtures, outils. Là, la protéine locale, nourrie par le Sahel, devient un marqueur de fierté. Des témoignages qualitatifs rapportent que témoignages récurrents d'enfants libérant les oiseaux, d'enseignants convertissant des cours en micro-couvoirs, de femmes finançant des lampes solaires avec la vente d'œufs. Les radios émettent des bulletins d'éclosion. Des chansons populaires célèbrent l'oiseau humble. Les signes observés dans l'écosystème indiquent que imagerie montrant de fins rubans verts, coïncidant avec des trajectoires de migration, lecture d'humidité en hausse légère et température de sol en retrait. Hypothèse locale. Graines transportées par plumes et fientes, disséminées au fil des déplacements, soutenant une régénération parcimonieuse mais persistante. En termes de risque, on évoque des think tanks évoquent surpopulation et déséquilibre. Réponse du terrain,
Pas d'épidémies enregistrées dans les zones mentionnées, réduction des ravageurs, sol enrichi. Traduction politique, Ibrahim Traoré résume le cap en peu de mots, liant nourriture et autonomie. Sa formule agit comme gouvernail, tandis que l'appareil d'État laisse l'exécution aux communautés. En conclusion, baseline élevé de dépendance, delta mesurable et cumulé, porté par une logistique frugale. Les preuves ne crient pas, elles s'additionnent. Les critiques externes avancent deux thèses fortes. Première thèse, l'expérimentation rurale manque d'échelle mesurable, dépend d'une biologie capricieuse et ne peut pas remplacer des chaînes logistiques d'importation rodées. Deuxième thèse, sans système de suivi centralisé, la migration imprévisible transformerait un projet de sécurité alimentaire en risque écosystémique avec des surpopulations locales et des stress sanitaires. Réponse informée, côté terrain. Le modèle ne cherche pas à imiter l'industrie, il la contourne par la multiplication distribuée. Les couvoirs communautaires dépassent 600 unités en quelques mois, bâtis sans capitaux externes, ce qui explique un déploiement frugal mais dense. Les deltas observés, environ 9% de dépendance alimentaire locale au premier trimestre, près de 15% de perte de bétail dues aux insectes, puis plus 12% d'accès aux protéines rurales et 8% de revenus ruraux, ne sont pas des promesses, mais des mesures rattachées à des effets visibles. Marchés matinaux, menus locaux, files pour l'achat d'œufs. En ce qui concerne les aspects écologiques, la contestation évoque des scénarios de déséquilibre. Or, les lectures locales rapportent moins d'infestations, une légère hausse d'humidité et un recul de température de sol, tandis que des rubans de végétation coïncident avec des trajectoires d'oiseaux. Un chercheur burkinabé propose une mécanique simple. Graines transportées par plumes et fientes, disséminées au fil des déplacements, soutenant une reforestation parcimonieuse. Ces éléments ne prouvent pas un miracle. Ils décrivent une boucle nature-communauté cohérente avec le Sahel. Ibrahim Traoré est alors lu non comme chef d'usine, mais comme catalyseur de souveraineté. Nourrir, précède, compter. Le projet accepte l'incertitude des cycles, réduit la dépendance aux intrants importés et remplace la centralisation par l'apprentissage local. Stillman honnête, les inquiétudes d'échelle et de suivi sont légitimes. Contre-arguments fondés, les résultats initiaux, bien que modestes, s'additionnent et l'architecture distribuée est précisément ce qui rend l'échec systémique moins probable. Le milieu change la lecture. Des images satellitaires montrent des filets verts suivant des routes d'oiseaux, tandis que le flux médiatique se tait, remplacé par un silence pesant. Ibrahim Traoré intervient brièvement, encadré par des agriculteurs et des enfants, et déplace la question. Si les oiseaux ne sont pas perdus, peut-être guide-t-il nos gestes vers des zones où la vie est la plus nécessaire. Les cortèges répètent « La liberté a des ailes », non pas comme slogan, mais comme façon de décrire un phénomène distribué que l'administration n'essaie pas de micromanager. Ce point médian n'offre ni preuve totale, ni démenti définitif. Il propose un changement d'angle. On mesure non seulement en unités de viande, mais en rythme restauré, en sol moins dur, en marché moins dépendant d'un camion lointain. La révélation est modeste. La souveraineté peut pousser en silence, une plume après l'autre. Les institutions publiques ont réagi en diffusant. Les services diffusent des bulletins d'éclosion, relaient des astuces d'alimentation, et la télévision nationale cesse d'être uniquement la chronique de crise. Les chiffres s'agrègent sans emphase. Environ 9% de dépendance alimentaire locale, près de 15% de perte de bétail liée aux insectes, puis plus 12% d'accès aux protéines en milieu rural. Ibrahim Traoré fixe un cap bref, liant nourriture et autonomie, pendant que les ministères laissent la main aux communautés. Sur les marchés locaux, les étals déplacent une partie de l'offre, des cantines annoncent la protéine locale nourrie par le Sahel, et de nouveaux micro-métiers émergent. Clôtures en bois, outils de couvoirs, alimentation maison. Le revenu rural progresse d'environ 8%, non par subvention directe, mais par cycle court et vente récurrente. Les critiques exigent des ratios industriels, les commerçants brandissent des paniers d'œufs du matin. Quant au parcours individuel, Amina Senou, parti de 10 pintades, atteint plus de 400 têtes en un an, finance une lampe solaire et déclare vendre de la liberté avec ses œufs. Un enseignant transforme sa cour en micro-couvroir, répète aux enfants « Chaque plume est une donnée ».
Dans des zones précises, la malnutrition des moins de 5 ans recule, et certains jeunes renoncent au départ lointain, trouvant dans les cycles proches une raison de rester. Concernant les territoires voisins, des rubans verts coïncident avec des routes de migration, des arbustes perçants, l'humidité remonte légèrement, la température de sol baisse un peu, des pays voisins observent et esquissent des pilotes. Les manifestations locales ne demandent pas d'intervention extérieure. Elles réclament de laisser voler. La souveraineté s'exprime par des gestes répétés, pas par des décrets grandiloquents. Une lecture transversale du phénomène montre que Ibrahim Traoré est cité peu, mais au bon moment, pour cadrer sans centraliser. Les effets ne prétendent pas à la perfection. Ils dessinent une tendance où dignité et protéines progressent ensemble. Si Ibrahim Traoré Burkina Faso devient un mot-clé extérieur, sur le terrain ce nom renvoie surtout à un principe. Nourrir d'abord, prouver ensuite. Les couvoirs communautaires poursuivent l'expansion, mais à rythme contenu, les deltas restent modestes et cumulés. Les marchés locaux consolident des circuits courts, l'accès aux protéines progresse par petites marches et les rubans de végétation demeurent discontinus. Les critiques persistent, sans empêcher l'ancrage du modèle. Les pratiques s'affinent, carnet d'éclosion, rotation de parcours, partage de semences portés par les migrations. Les indicateurs ruraux s'améliorent au-delà des deltas initiaux et des voisins accélèrent leurs pilotes, un récit régional s'installe, autonomie par cycle court. Ibrahim Traoré est lu comme vecteur de continuité plus que figure de rupture. Des zones accumulent des oiseaux au mauvais moment. Des voix extérieures réclament une normalisation centralisée. Le risque n'est pas l'effondrement généralisé, mais des poches de désajustement, où la réponse devra rester locale et itérative. Le danger principal, redépendre d'importations par panique, dissolvant la logique du programme, sans assigner de probabilité. Si les rubans verts persistent, alors documentez mieux, relevez d'humidité communautaire, journaux de parcours, observation simple des ravageurs. Si des poches saturent, alors diluez par près d'œufs et déplacement de couvées, plutôt que par interdiction rigide. Si le débat extérieur s'enflamme, alors opposez des séries temporelles, locales, courtes, lisibles. Et si l'attention médiatique décroît, alors tenir le rythme quotidien, œufs, marché, repas, apprentissage. Le scénario base reste le plus cohérent avec les faits disponibles. L'optimiste ne requiert pas de miracle, et le prudent rappelle qu'un modèle distribué se corrige par micro-gestes, pas par grand retour à la centralisation. Ce récit touche ceux qui cuisinent tôt, qui comptent des pièces avant d'acheter des semences, et qui cherchent un motif pour rester. Un panier d'œufs paie une lampe solaire, des clôtures simples protègent un enclos, et un repas hebdomadaire inclut enfin une portion de protéines locales. Ibrahim Traoré apparaît peu dans ces scènes. La caméra reste sur les mains qui nourrissent. Pour qui suit de loin, 2 gestes suffisent pour comprendre le rythme. D'abord, écoutez la radio locale. Bulletin d'éclosion, astuces d'alimentation, témoignages d'enseignants qui font de chaque plume une donnée. Ensuite, regardez les marchés matinaux. Si les étals deviennent moins silencieux, si les paniers circulent plus vite, alors la tendance est réelle. Pour les curieux, une visite brève change la perception. À l'aube, le cloque grave remplace le bourdonnement des ravageurs et la poussière porte un bruit d'ailes. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une cadence quotidienne, répétée, résistante. On repart avec une idée simple. La dignité se mesure en cycle tenu. Au crépuscule du Sahel, la poussière s'adoucit et les sons d'ailes remplacent les cris d'alarme. Les rubans verts sont réels, discrets, obstinés. Dans une cour de village, Awa regarde son fils ramasser les plumes tombées. Il dit que c'est pour isoler le toit. Elle sourit, peut-être pour protéger la mémoire. Les enfants rient, et dans leur rire se glisse la promesse de la terre rendue. Ibrahim Traoré n'apparaît plus en figure de discours, mais en écho. Son nom flotte comme un rappel de ce que peut signifier gouverner sans posséder, écouter le vent, puis s'effacer. Le désert, jadis fracturé, pulse à nouveau sous les pas. La phrase qui revient sur les murs des écoles tient en 12 mots. La liberté pousse, même dans le sable du doute. Le reste, c'est le silence qui respire. Le récit s'achève sans fanfare, comme la tombée lente d'un soir d'harmattan. Si ces oiseaux peuvent porter des graines et réveiller un sol, que pouvons-nous, nous, transporter ? Peut-être une idée,
un geste, un respect nouveau pour la lenteur du vivant. Les images du Sahel invitent à la patience. 10 millions de battements d'ailes qui réécrivent la géographie, un désert qui se souvient. Ibrahim Traoré le dit avec sobriété. Nos ancêtres ont planté la liberté dans le sol, nous lui avons donné des ailes. La caméra recule, laissant la ligne d'horizon verdir imperceptiblement. Et vous, spectateurs, lecteurs, citoyens, que ferez-vous du vent qu'ils ont libéré ? Souhaitez-vous que je génère maintenant la vérification finale, QA and Word Count Audit, pour confirmer que chaque partie respecte le format V5.0 ?